Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de correction et d'analyse, vidéo qui a été vue 12 000 fois à l'heure où j'enregistre cette vidéo et qui mérite d'être corrigée mais surtout nuancée, car elle révèle les biais que nous avons sur Internet au travers d'une expérience de web entrepreneur, expérience qu'il n'est pas nécessaire de suivre. Comme la dernière fois, nous allons voir une vidéo de Théophile Hélier sur les banques à l'étranger. C'est un sujet qui vous intéresse. Nous allons la décortiquer, nous allons la corriger, apporter de la valeur et surtout de la nuance sur cette vidéo. Également, pense à nous rejoindre sur le Telegram pour du contenu exclusif que tu trouveras que sur Telegram. Nous sommes plus de 3000 et c'est entièrement offert. Tu trouveras également le lien de notre Discord pour rejoindre notre Discord qui est offert également. Et je voulais remercier un membre personnellement, S10R, qui récemment a partagé son retour d'expérience sur le terrain, notamment après une visite de Chypre et après avoir fait un tour et après avoir fait remonter de l'information à la communauté et ce, entièrement offert. Donc un grand merci à toi. Tous les liens se trouvent dans la description. Tu trouveras également dans la description l'inscription à Expat Strategic Pro, un programme qui t'est offert où nous allons compléter de live et de contenu exclusif, notamment sur des retours d'expérience bancaire qui seront directement tirés de notre programme payant, le Borderless Entrepreneur, dans sa future version V4. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet et nous allons apporter de la nuance au fur et à mesure de la vidéo. Félicitations, les banques françaises battent de nouveaux records en termes d'endettement et en termes de risque de faillite. Vous le voyez, des lois existent depuis ces dernières années. Dans le cas où une banque fait faillite, vous ne revoyez plus votre capital. Auparavant, il y avait des garanties, le gouvernement aidait. C'est terminé tout ça. Maintenant, une banque fait faillite, votre capital disparaît. Vous avez des assurances et des garanties. J'ai déjà fait une vidéo qui montrait ces garanties, qu'est-ce qu'elles valaient réellement. Vous avez déjà entendu parler de cette limite. Voilà, toutes les personnes qui ont en dessous de 100 000 euros, pas de panique, si la banque fait faillite, votre capital sera intact. J'ai creusé un petit peu et en fait, ces garanties sont ni plus ni moins que des assurances. Devinez quoi, venant d'une autre banque qui a une filiale qui investit ce fonds dans des actions bancaires. Donc autant vous dire que si le monde de la finance ou même une banque fait faillite, ça va être domino et votre capital, vous ne le reverrez pas. Il y a aussi... Alors, première partie relativement intéressante, relativement alarmante. Alors, j'ai vu la vidéo une première fois pour essayer de la découper en plusieurs parties. Il faut savoir que les assurances et les garanties, des assurances venant d'une autre banque investissant ce fonds dans des actions bancaires, là, c'est limite de l'invention. Là, c'est du storytelling total. En France, notamment, et c'est partout pareil en Europe, c'est le fonds de garantie des dépôts et de résolution. Ce n'est pas une filiale bancaire, mais un fonds où les banques doivent placer des réserves. De dire que l'argent, tu ne le reverras pas, tous les clients de Silicon Valley Bank, ils ont récupéré leur argent, y compris les sommes au-dessus de la protection des dépôts qui, aux États-Unis, s'appelle le FEDIC. Les banques européennes ont en effet une part de leur actif en espèces auprès d'une autre banque. Mais cette autre banque, c'est la Banque Centrale Européenne. Ce n'est pas une banque à laquelle tu peux aller faire un crédit immobilier. Et c'est encore moins une filiale bancaire. Donc, ça ne sert à rien d'être alarmiste. Et on verra qu'à la fin, les propos au sein de la même vidéo sont relativement contradictoires. C'est super intéressant à suivre. Autre intérêt à ouvrir des comptes bancaires à l'étranger, qui est la libre utilisation de votre argent. Je vous invite à aller dans votre banque et à demander est-ce que je peux retirer 1 000 euros, 2 000 euros en liquide ou alors effectuer un virement à l'étranger. Est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, avec mon argent? Pouvez-vous me laisser le droit d'utiliser mon argent? Ça, bon, le retrait d'espèces, oui, c'est connu. Quelquefois, il faut demander 48 à 72 heures à l'avance, y compris dans des devises étrangères. Personnellement, j'ai jamais eu de problème pour ça. Effectuer un virement à l'étranger, tant que tu n'envoies pas dans une banque de merde à l'étranger où le comité fraude peut te poser des questions en vue de te protéger, tu peux faire des virements à l'étranger et même des gros montants. Je vais prendre un exemple. Dans mon précédent emploi, on a viré la somme de 330 millions d'euros et ça n'a pas pris 6 mois. Et ça a été viré à l'étranger après une session d'entreprise. Donc, et on n'a pas eu besoin de dire « s'il vous plaît ». Ah, il faut peut-être la voix. S'il vous plaît, autorisez mon petit virement.
il faut arrêter d'être dans l'exagération. Dans certaines banques à l'étranger, ce n'est même pas sûr qu'ils puissent virer tes fonds. Et ça, il faut en avoir conscience. À titre d'exemple, je prends souvent l'exemple de l'île Maurice, puisque nous avons eu également un retour d'expérience d'une personne sur place. Nous avons une grosse communauté d'expatriés et d'entrepreneurs. Également, nous avons beaucoup d'expatriés qui nous suivent sur la chaîne et sur le Discord qui nous font remonter des expériences. Pour te donner un ordre d'idée, le client à l'île Maurice, il avait reçu 30 000 € sur son compte de la part d'un client et la somme n'était pas créditée car la banque n'avait pas de devise pour créditer l'argent. Et son banquier lui a dit d'attendre décembre, c'était en juillet, pour que les touristes y ramènent des devises. Donc, en soi, c'est un peu de l'exagération ici et c'est du pur bashing. Mais on va voir peut-être après l'intérêt. On va vous dire, mais oui, vous pouvez tout à fait, il suffit de remplir le document qui s'appelle le KYC, Know Your Customer. On va l'étudier ensuite. Ensuite, il faudra peut-être nous donner un document de provenance des fonds. On ne vous l'a jamais demandé auparavant parce que voilà, vous nous envoyez l'argent, mais maintenant vous souhaitez le sortir. Il serait bien de nous communiquer la provenance de ces fonds. Remplir le KYC quand on fait un virement. Bon, ça, encore une fois, c'est une déformation de web entrepreneur. Le KYC sur les vraies banques, il est demandé à l'ouverture de la relation bancaire. C'est-à-dire que tu dois le remplir avec l'AML, la provenance et l'origine des fonds. C'est à l'ouverture, pas quand tu fais un virement. C'est comme le document de la provenance des fonds. Tu réponds à ça. Je pense que cette expérience, ça sent le vécu, mais qui, à mon avis, qui est plus une expérience type Revolut, Wise qu'une expérience de vraie banque. Par exemple, Wise et Revolut, ils t'ouvrent un compte super facilement. C'est très rapide, très facile. Et dès que tu fais des opérations, c'est là qu'ils se mettent à te demander de tout justifier, de fournir l'origine des fonds et de commenter ligne par ligne. Je pense notamment à Cédric de Youmento qui a une très belle expérience en la matière et qui le partage sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description ou en haut à droite une fois que j'aurai publié la vidéo. Il vous partage notamment son expérience sur plusieurs fintech et les problèmes qu'il a. Je vous les mettrai tous dans la description. Prendre du temps pour également étudier ces documents. Puis enfin, quand tout ça se sera terminé et que vous aurez toujours envie d'utiliser votre argent, eh bien, on demandera peut-être au directeur de l'agence qui fera une demande au siège pour que vous puissiez valider votre transfert bancaire. Oh là là, directeur de l'agence qui va demander au siège pour faire un virement, mais là c'est du n'importe quoi. Tu confonds faire une demande de crédit où ça va passer au directeur d'agence et au pire qui va demander une autorisation au siège selon la banque et faire un virement. Après, c'est sûr, si tu fais une facture de dividende ou une facture d'investissement sans contrat proprement fait, que tu demandes à tes clients d'investir en t'envoyant de l'argent sur un Wise belge pour une société au Delaware, que cela allume les lumières rouges. C'est le boulevard de Las Vegas d'un point de vue compliance bancaire. On avait fait une vidéo sur Oussama Hamar, un vlog sur Oussama Hamar qui expliquait les justificatifs qu'il fournissait et la banque lui avait dit mais c'est des contrats écrits par un enfant de 12 ans et ça les faisait beaucoup rigoler. Mais quand les justificatifs sont carrés, que les banques utilisées ne sont pas des banques, il faut comprendre, si c'est très facile d'ouvrir des comptes dans ces fintechs, il est très facile également pour les escrocs d'ouvrir des comptes dans ces fintechs. Par exemple, en France, vous aviez le comité risque. Par exemple, si vous êtes victime d'une escroquerie et que le client utilise un compte Revolut en Lituanie, automatiquement, ça va poser des problèmes d'un point de vue compliance, où on va vous demander est-ce que vous êtes sûr de ça. Si vous prenez par exemple l'arnaque de Juicy Field faisait virer de l'argent sur une banque shady à Chypre, faisait virer de l'argent sur un compte Revolut en Lituanie, ça s'est révélé être une escroquerie. Tous les mecs qui se sont plaints auprès des banques, quand ils revoient la même banque, ils mettent un warning. Mais après, il faut voir les justificatifs qui sont fournis et tout ça. Donc, il faut un peu nuancer. Ce que je vous raconte, c'est du vécu. Je fais de l'investissement dans du private equity, donc je finance des boîtes qui sont à l'étranger avec des amis investisseurs qui sont en France. Alors, des amis investisseurs, il faut le retenir, qui sont en France. Là, on a cette version-là. Les banques françaises sont aujourd'hui les plus compliquées et qui sont le plus proches dans un risque de faillite bancaire. Alors, concernant le risque de faillite bancaire, qu'on soit d'accord, les banques françaises, elles sont systémiques, car ce sont les plus grandes du monde.
même des États étrangers demain participeraient au renflouement des banques françaises. Prenons quelques exemples et prenons un classement des banques pour en avoir conscience. Le classement des banques, tu vois que ce sont les banques chinoises qui ont le plus d'assets under management. Pourquoi? Parce que c'est très difficile pour les Chinois d'investir en dehors de la Chine. Mais tu vois que la première banque, c'est JP Morgan Chase, et ensuite, c'est suivi par BNP Paribas. Bank of America arrive ensuite. Tu as Crédit Agricole aussi, qui est la 10e plus grosse banque du monde. Si tu descends un peu, tu vas trouver BPCE, le groupe Banque Populaire. Tu vas trouver Société Générale. C'est les plus grandes banques du monde. Elles sont systémiques. Si demain, une banque française fait faillite, ben c'est la fin du système financier. Si tu prends également, et ça c'est intéressant, l'impact des banques françaises dans des sociétés, si tu prends par exemple le financement de Saudi Aramco, qui est la plus grosse boîte du monde d'un point de vue pétrole et tout. Quand tu regardes les banques françaises, elles financent 16 milliards sur 75 milliards. C'est-à-dire que si demain, tu as les banques françaises qui font faillite, ça fera un effet domino, mais tu as tout le financement de Aramco, qui est quand même pas une petite boîte, qui n'est pas une micro-entreprise, qu'on soit d'accord. Comment ils font? Quand tu compares par exemple la Bank of China, ceux qui financent, quand tu compares même à Goldman Sachs, ceux qui financent, même HSBC, tu as très peu de banques étrangères qui vont rassembler ce pourcentage de financement. Et c'est les banques françaises les principales financeuses. Un autre exemple qui est plus d'actualité, si tu prends Twitter, par exemple, quelles sont les banques qui ont financé? Bank of America, Barclays, BNP Paribas et Société Générale. Donc, tu as les banques françaises sont systémiques. C'est-à-dire que jamais on peut se permettre, même la Chine ne peut pas se permettre, même les États-Unis ne peuvent pas se permettre une faillite bancaire française. C'est des banques qui sont colossales. Silicon Valley Bank, c'est un nain, ça ne représente même pas 8% de BNP Paribas. Donc il faut en avoir conscience également, c'est pas faire cocorico, mais c'est de nuancer les propos. Si demain une banque française fait faillite, c'est pas ta banque de merde qui va être toujours là. Donc la nuance est importante, d'inquiéter les gens c'est inutile, et de faire du bashing pour essayer de vendre quelque chose, c'est ridicule parce qu'il y a des gens qui peuvent voir ça et qui peuvent le croire et qui peuvent aller foutre leur argent dans une banque de merde et là, le perdre totalement. D'où l'importance de nuancer, d'où l'importance d'apporter un peu plus de valeur. Revenons à nos moutons. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes conditions qui existent dans le monde pour ouvrir des comptes bancaires professionnels ou personnels. Alors, à mon avis, on va avoir droit à Hong Kong, on va avoir droit à Bank of America, puisqu'ils ouvraient chez Corpomax, et peut-être une banque hongroise. On va voir tout ça. Et ensuite, je vais vous parler de différentes juridictions, différentes banques, qui vous permettront d'ouvrir un compte bancaire soit à distance ou soit en vous déplaçant. Chacun ont ses intérêts et leurs inconvénients. Alors, quelles sont les conditions déjà d'une manière générale pour ouvrir un compte bancaire à titre personnel à l'étranger ? Vous avez besoin déjà de 1, votre passeport qui est toujours en cours de validité. Pour ouvrir un compte à l'étranger, il faut un passeport valide. En même temps, c'est un peu difficile d'aller à l'étranger sans un passeport valide car tu ne peux pas voyager à l'étranger avec une carte nationale d'identité. Pardon. 2, vous aurez besoin d'une preuve de résidence. On va vous demander est-ce que vous louez un bien immobilier ici? Est-ce que vous comptez effectuer des opérations immobilières? Eh bien, est-ce que vous louez un bien? Est-ce que vous avez une facture d'électricité, d'eau, d'Internet? Et enfin... Attends. Tu nous expliques comment ouvrir un compte à l'étranger, c'est-à-dire en dehors de notre pays de résidence, mais tu nous expliques qu'en fait, il faut louer un bien et être résident dans le pays. Tu vas nous dire quoi ensuite? Qu'il faut être résident fiscal dans le pays pour ouvrir un compte bancaire? On va vous demander une preuve de résidence fiscale, c'est-à-dire on va vous demander un numéro fiscal, ce qui s'appelle à l'étranger un tax ID. Non, ça s'appelle un TIN, Tax Identification Number. C'est d'ailleurs cette référence que vous aurez sur les formulaires bancaires lorsque vous ouvrez vos comptes bancaires. Donc le fait d'être enregistré auprès des administrations fiscales dans le pays en question. Et on va également vous demander, si ça fait un petit moment que vous êtes ici, est-ce que vous pouvez nous montrer que vous payez de l'impôt ici? Et généralement, les banques ne vont pas aller jusque-là, elles vont vous demander une preuve de résidence principalement. Et certains pays
une preuve de résidence fiscale. Alors, ok, ce que tu dis, c'est comment tu fais pour ouvrir un compte quand tu es expat. Mais un Français qui va être résident fiscal en France peut ouvrir un compte à l'étranger. C'est un compte non résident ou compte offshore qui est entièrement légal à partir du moment où tu le déclares, il faut le préciser. Je suis sûr que sur les groupes Facebook des Français expatriés, tu as limite plus d'informations. D'ailleurs, pensez-y à y aller. C'est gratuit et les gens adorent partager de la valeur et il y a une très grosse entraide entre les expatriés français. J'en avais parlé sur un vlog en Estonie il y a de ça quelques années. Revenons à notre cher Théo. Quelles sont les conditions générales pour ouvrir un compte bancaire au nom d'une entreprise à l'étranger? Avoir des actifs au nom d'une entreprise à l'étranger, ça a beaucoup d'avantages, surtout sur le plan fiscal, optimisation de votre imposition. Alors, je ne sais pas en quoi ça peut te permettre une optimisation d'avoir des comptes à l'étranger, uniquement si tu les déclares pas. Mais si tu les déclares pas, à ce moment-là, ce n'est pas de l'optimisation, c'est de la fraude. En sachant que la plupart des sociétés sont taxées sur leur bénéfice mondial. Donc, c'est une petite importance. Vous avez différentes conditions, elles sont les suivantes. La première, c'est tout ce qui est les documents associés à la création de la société. En l'occurrence, où est-ce que l'entreprise a été créée? Est-ce que vous avez le numéro d'enregistrement? Est-ce que vous avez déjà un tax number associé à cette entreprise? Ça, c'est la base. Ensuite, vous allez avoir des conditions qui vont dépendre en fonction de la juridiction. Par exemple, dans certains pays, notamment à Singapour, on va vous dire est-ce que vous avez un apport à mettre? On va vous ouvrir un compte bancaire, mais est-ce que vous pouvez mettre par exemple 30 000, 50 000, 150 000, 300 000 dollars par exemple sur la société et puis comme ça va vous permettre de l'ouvrir à distance. Si par exemple vous avez que peu d'apports à mettre, on va vous dire ok, dans ce cas-là, quels sont vos intérêts économiques avec cette juridiction? Par exemple, vous allez à Hong Kong, vous avez une société, c'est super facile. Par contre, ouvrir un compte bancaire, c'est beaucoup plus compliqué. Vous allez aller chez Bank of China, HSBC, OCBC et on va vous dire pourquoi vous avez créé une société ici? Vous êtes résident fiscal par exemple maltais, vous êtes résident fiscal à Bali, vous êtes résident fiscal en Estonie, pourquoi est-ce que vous voulez créer une société ici? C'est quoi le but? Montrez-nous que vous avez des intérêts économiques. Donc vous avez besoin de justifier que ça fait sens que d'ouvrir un compte bancaire dans tel endroit en particulier. Et enfin, il est même possible que certaines banques vous demandent de vous déplacer pour l'ouverture du compte bancaire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si vous avez réellement des intérêts économiques ici, vous déplacer, ça fait sens et c'est normal. Et bien donc, c'est pour ça que c'est de plus en plus compliqué d'ouvrir des comptes bancaires en tant qu'entreprise dans différentes juridictions, comme par exemple le Delaware aux États-Unis, comme Hong Kong. C'est encore possible, mais il faut avoir les bons contacts et avoir ces options qui sont notamment combien d'apports vous pouvez mettre et est-ce que vous avez des réels intérêts économiques. Donc là, comme je l'ai dit, on retombe un peu sur ce que j'ai dit au début, c'est on ne partage que sa propre expérience au travers du prisme de Théophile, avec notamment la société à Hong Kong, où à l'époque, tu pouvais ouvrir un compte chez HSBC, mais il fallait se déplacer. Les intérêts économiques, c'est bien de le dire, mais c'est un peu plus du storytelling, un lien, une histoire que tu racontes au banquier qui semble logique. Pour exemple, je suis actuellement avec des membres du Borderless Entrepreneur sur les ouvertures de comptes bancaires multiples dans plusieurs banques, où on fait attention à ce qu'on raconte, où on fait attention aux éléments qui pourraient inquiéter le banquier et où on va tout justifier d'une manière bancaire. Donc c'est du storytelling, c'est pas du bullshit-telling, on ne ment pas, mais on se concentre sur ce que veut entendre le banquier. Les banques qui demandent également un déplacement, selon moi, c'est plus rassurant. Alors, cela peut faire chier puisque la plupart du temps, c'est de l'argent, plus ou moins d'argent selon les juridictions, que l'ouverture, elle n'est jamais réellement garantie. Ça veut dire que tu peux y aller sur place et ne pas avoir une garantie d'ouverture, mais avec de la préparation un peu, il n'y aurait pas trop de soucis. Les banques qui ouvrent à distance, il faut avoir conscience qu'elles font venir tout et n'importe quoi également, puisqu'elles ne contrôlent pas directement les personnes ou qu'elles ont des procédures de KYC relativement légères. Prenons des exemples. Et quand tu veux placer ton argent, tu as envie qu'il soit en sécurité. Et ce qui fait chuter les banques, c'est généralement d'avoir n'importe qui en client dedans. On avait fait plusieurs vidéos sur ce sujet.
Mais tu peux prendre des exemples concrets. Tu avais à l'époque de Fidus Suisse, pour ceux qui connaissent, qui n'était pas une banque. Ils avaient fait une fausse banque qui s'appelait la Breder Soissons. Elle a fermé avec l'argent des clients sur les comptes. Ça a été notamment, on peut trouver des avis sur Internet. Vous avez également la Euro-Pacific Bank, qui était une banque full réserve, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas faire faillite car elle ne prêtait pas d'argent. L'argent qu'elle avait, elle disposait de 100% des liquidités des clients. Elle a été fermée à Porto Rico car elle acceptait tout le monde, tout et n'importe qui. Et il y avait même des formateurs en francophonie qui disaient d'aller dans cette banque, qui recommandaient cette banque et qui soulignaient la solidité. Mais vu que cette banque acceptait n'importe qui sans trop de contrôle, et je pense que j'en parle dans une vieille vidéo sur les banques, aujourd'hui, ceux qui ne m'ont pas écouté ont regretté de ne pas m'écouter s'ils ont mis de l'argent là-bas. En tout cas, j'en parlais sur le Borderless Entrepreneur, sur les banques full réserve, et en disant clairement qu'il faut faire attention aux banques qui acceptent tout et n'importe quoi. Personnellement, ça me fait chier d'avoir trop de questions de la banque. Ça m'inquiète de ne pas en avoir. On revient à Théophile. Alors déjà, d'une manière générale, quels sont les meilleurs pays pour ouvrir un compte bancaire, que ce soit en tant que particulier ou en tant que professionnel? Eh bien déjà, ça va être en dehors de l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe, c'est le continent qui est le plus endetté et il y a une solution à cet endettement, c'est la mutualisation des dettes. Cela veut dire que si aujourd'hui, même si vous êtes dans une banque qui n'est pas endettée, eh bien si elle est en Europe, vous avez un risque de mutualisation des dettes, que ce soit du secteur public, mais aussi du secteur privé. C'est un risque, il est possible que ça n'arrive jamais, mais c'est un risque qui est quand même assez fort. Et donc de ce fait, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout que d'avoir des comptes bancaires en Europe. Alors, la mutualisation des dettes, oh là là, je ne sais même pas quoi dire. Je pense que tu n'as pas compris. Et dans une banque pas endettée, elle va devenir endettée. Grosso modo, c'est ça. Non mais Théophile, tu es incroyable. Allez, on y fout tout aussi. On fout la mutualisation à la restriction après, il me semble. Parce que vous avez aussi cette restriction qui va être de ce fait mutualisée. Toutes ces règles qui rendent les échanges financiers compliqués ne m'intéressent pas. Je suis entrepreneur, investisseur. Si je ne peux pas utiliser mon argent de manière libre, évidemment, ça ne m'intéresse pas que d'ouvrir un compte bancaire. Alors, c'est très intéressant parce que, comme je l'ai dit, j'ai vu une fois la vidéo juste avant pour la découper. Il faudra retenir avec tout ce qu'il a dit, pas de compte en Union européenne, je veux surtout pas de compte en Union européenne, il faudra revenir sur l'expérience ensuite. En matière de restrictions, c'est-à-dire que grosso modo, ton banquier au Luxembourg, il va appeler le directeur d'agence, qui va appeler Macron, qui va appeler ensuite l'Estonie, qui passera par la Pologne pour autoriser le virement ou quoi? Ça veut dire quoi? Mais c'est grotesque. Ah là là. Également que vous avez un risque de baisse de la monnaie européenne pour la simple et bonne raison que il n'y a pas de réel avantage aujourd'hui à avoir des euros. La plupart des choses dans le monde s'échangent en US dollars et dans les pays asiatiques, on va utiliser aussi le dollar ou des monnaies qui sont locales. Mais en aucun cas, l'euro intervient. De toute façon, vous le voyez au niveau des cours boursiers, les échanges quotidiens sur l'euro sont ridicules. Dans un sens, il y a très peu de gens qui achètent, il y a énormément de gens qui revendent leurs euros et qui l'échangent contre d'autres devises à l'étranger. Non, mais à mon avis, il ne faut pas prendre trop ton cas qui convertit tes dollars en euros ou tes euros en bas de taille. Pas réellement des avantages d'avoir des euros, alors que l'Europe reste le premier marché de consommateurs, et je pense qu'il représente 95% de ton chiffre d'affaires. Tu ne vends pas du pétrole ou des armes ou des contrats internationaux en dollars. Tu vends des formations et de l'affiliation sur le marché européen de surcroît. Bien évidemment qu'en Asie, on ne va pas utiliser l'euro. On va utiliser la monnaie locale. Mais je ne vois pas où il va en venir, quoi. Notez également que, à titre personnel, j'essaie de toujours voir aussi ce qui se passe dans mon environnement, auprès de mes amis, etc. Ouais, mais c'est ça le problème, c'est que tu vois trop à titre personnel. Ce que je remarque, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui sont millionnaires, multimillionnaires, investisseurs, etc. Il n'y en a pas un qui investit 1 euro en France ou en Europe d'une manière générale. Mais par contre, tous tes investisseurs qui investissent en private equity, ils ont des problèmes avec les banques françaises quand ils veulent investir. Première ineptie, là.
éventuellement une résidence secondaire en Espagne ou en Grèce, ou voilà, ou alors des anciens biens immobiliers qui vont vendre, qui vont liquider. Mais en aucun cas, ils viennent injecter des fonds en Europe. Et donc c'est ce qui fait que pour ma part, je ne vois pas de potentielle plus-value sur la monnaie européenne, en tout cas à court ou moyen terme. Alors maintenant, j'aimerais vous... La Chine, par exemple, après le dollar, elle a principalement de l'euro. Personne vient injecter des fonds en Europe. C'est pour ça que la France est d'ailleurs l'un des plus grands pays attirant les investisseurs étrangers. Et on va prendre des chiffres concrets, Théophile, pour nuancer tes investisseurs qui n'investissent pas. En Thaïlande, le montant des investissements étrangers, cela représente 10 milliards de dollars ou d'euros. Même Chypre reçoit plus d'investissements étrangers en Europe. La France, c'est 96 milliards d'euros d'investissements étrangers. Si on rajoute France plus Suède plus Allemagne plus Espagne, on arrive à 231 milliards d'investissements étrangers. À titre de comparaison, la Chine compte 180 milliards d'investissements. Donc, ce n'est pas parce que Théophile ne souhaite pas investir que l'économie ne souhaite pas investir. Il faut un peu nuancer le propos, là. Après tout, c'est mon point de vue. Donc, tu n'es pas la référence de l'investissement. Tu n'es pas encore le Warren Buffett, quoi. Donner mon avis sur des banques en ligne que beaucoup de personnes utilisent et que j'utilise aussi. Commençons déjà par la banque qui s'appelle Revolut. Revolut a des taux de change qui sont plus intéressants que Wise, qui était anciennement TransferWise. Ah, les banques en ligne, ça fait tellement multimillionnaire. Je suis en banque privée chez Revolut et en banque privée chez Wise. Je suis sûr que Wise, en matière de private equity, va te structurer des émissions obligataires pour faire ton private equity, quoi. Donc, aujourd'hui, je vais faire surtout mes échanges de gros volumes sur Revolut et moins sur Wise. Vous avez aussi une livraison de cartes qui est rapide dans le monde. Revolut n'accepte pas les résidents fiscaux qui sont en dehors de l'Europe. Pour ma part, j'ai utilisé cette carte et je l'ai créée lorsque j'étais encore résident fiscal maltais puis espagnol et je suis venu ensuite m'expatrier. Ce qui fait encore que j'ai utilisé... Ouais, peut-être que tu leur as pas dit que tu étais parti en Thaïlande. ...de mon compte. Mais pour les personnes qui ne sont pas résidentes fiscales en Europe, aujourd'hui, Revolut ne propose pas de créer un compte. Peut-être que ça changera, vérifiez, mais en tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo, ce n'est pas le cas. Ce que je trouve très intéressant sur ce type de carte et sur ce type de banque, c'est que vous avez un cashback qui est assez intéressant sur vos dépenses par carte. Vous avez aussi le moyen de créer des cartes virtuelles. Je trouve ça hyper intéressant. Pour quelqu'un qui n'a pas de compte en Europe, la Lituanie et Revolut, ça reste en Europe de mémoire, à part qu'il y ait eu un Lithuanian Brexit. Parce que lorsque je fais des achats en ligne sur des sites qui ne sont pas extrêmement connus, eh bien... Pornhub. Non, je déconne. Je vais créer une carte qui va avoir une seule utilisation. Dès l'instant où il y aura eu un débit, la carte est automatiquement supprimée. Cependant, sur Revolut, je ne garderai pas d'énormes montants. Je peux envoyer beaucoup d'argent, je vais l'échanger dans une autre devise et je le renvoie à l'étranger. Mais en aucun cas, je vais y laisser beaucoup d'argent sur ce type de compte pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas beaucoup de fonds qui vont être backés pour leurs utilisateurs. Et donc, ça veut strictement rien dire, quoi. De ce fait, je n'ai pas envie de me retrouver avec des fonds qui vont être bloqués, ralentis dans leurs transactions. Vous avez également la possibilité d'acheter des crypto-monnaies et des actions sur l'application Revolut directement. Ne le faites pas, vous avez un spread qui est important. Qu'est-ce que c'est qu'un spread? C'est la différence de prix entre le prix d'un actif qui est listé et le prix auquel on vous propose de l'acheter. Je vous donne un exemple. Vous voyez une action ou une crypto-monnaie qui coûte par exemple 100 $. Eh bien, si vous essayez de l'acheter sur l'application Revolut, vous allez l'avoir par exemple à 102 $ ou 103 $. Ah, ça, je ne savais pas, donc je l'ai appris. De quoi est due cette différence? C'est le spread, donc c'est les frais que Revolut va vous prendre. Ça va leur permettre de dire nous on n'applique aucun frais. En réalité, ils vont appliquer un spread, ce qui est plus ou moins la même chose au final. Et t'as pas peur de la mutualisation des dettes des fintech? Maintenant, j'aimerais vous donner mon avis sur Wise, qui était anciennement TransferWise. J'utilise personnellement Wise à titre... Putain, ça c'est de la grosse banque bien baquée. Wise n'est pas une banque, c'est un compte multidevise. Hein. C'est comme PayPal, grosso modo.
titre personnel pour plusieurs raisons, mais la principale, c'est que c'est extrêmement facile d'ouvrir le compte bancaire. Donc, quand tu es millionnaire, ce que tu recherches, c'est la facilité et c'est le principal avantage que t'offre la banque. En sachant que Wise a une spécialité, c'est te fermer ton compte du jour au lendemain et tu mets beaucoup de temps pour récupérer de l'argent. Belle stratégie. C'est extrêmement facile de l'utiliser. Et en plus de ça, ça me permet de donner, d'assigner des rôles à différentes personnes de mon équipe sur Waouh! l'utilisation des comptes bancaires. Donc en moyenne, je vais avoir ou gérer plus ou moins 5 à 6 entreprises simultanément. Et donc je n'ai pas le temps de vérifier si... Ok, les 5 ou 6 entreprises, même le fonds de private equity, il est chez Wise. Putain, c'est... j'ai bien reçu l'argent d'un client, si j'ai bien payé les prestataires, si j'ai bien payé les investisseurs, etc., etc. Si je me suis aussi bien payé. Voilà, tout ça fait que j'ai pas le temps de le faire. Et donc, pouvoir donner le droit à des membres de mon équipe que de pouvoir préparer les virements, valider les virements ou observer le compte bancaire et les résultats de l'entreprise. Alors, tu vérifies les résultats de l'entreprise au compte bancaire. C'est pas mal. Bah, évidemment, c'est hyper confortable de pouvoir le faire d'une manière facile. Vous avez aussi une extraction des relevés bancaires professionnels qui est assez simple d'utilisation. Je trouve que les relevés ils sont hyper propres et donc de ce fait, pour les retransmettre à des investisseurs ou des partenaires, bah, je trouve ça encore une fois extrêmement clair. Donc c'est pour ça. Alors, tu sais, tu as des choses pour les investisseurs et communiquer à des investisseurs, ça s'appelle une comptabilité. C'est un peu mieux qu'un relevé bancaire où tu vois les entrées et les sorties. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui investissent chez Berkshire Hathaway. Est-ce qu'ils vous envoient un relevé bancaire Wise pour parler des performances de votre portefeuille? Ou pareil, est-ce que BlackRock vous renvoie un relevé Wise? Non, mais je suis désolé, mais c'est nerveux là. C'est ça que j'aime bien utiliser Wise. Maintenant, je vais vous parler de différentes juridictions dans le monde. Donc, je vais vous donner une liste de pays maintenant avec directement la meilleure banque dans le pays en question. Je ne vais pas commencer à revoir toutes les banques dans chaque pays, ça prendrait trop de temps. On va aller à l'essentiel. Ah, j'aime aller à l'essentiel. Singapour, la meilleure banque, c'est UOB. La plupart du temps, en Asie, je vous invite à utiliser UOB. Pourquoi? Parce que UOB, c'est international, c'est une banque qui est ultra solide, qui croît et qui est tournée vers les étrangers. Vous avez plein d'autres banques qui sont possibles, je ne vais pas y revenir une par une, mais en gros, la meilleure, c'est UOB. Pourquoi? Plusieurs raisons. Le fait de pouvoir emprunter est assez facile, même dans des devises étrangères. Je vous donne un exemple. Je suis en Thaïlande, UOB est basé principalement à Singapour. Je peux, si je le désire, mettre en hypothèque mes biens immobiliers ici en Thaïlande, emprunter en Singapour dollars et avoir un prêt en Thaï baht. Vous avez des taux d'intérêt à l'étranger, donc quand je dis à l'étranger, c'est en dehors de Singapour, à hauteur de 5,5%. C'est beaucoup, oui, mais vous avez le risque de change. C'est pas beaucoup quand tu compares le taux d'intérêt si ta vidéo elle a été enregistrée quand elle a été publiée. Qui est endossé. Vous avez aussi le fait de pouvoir ouvrir un compte bancaire dans différentes devises. Ouais, comme même à la poste, je pense qu'ils te le font. L'application sur le téléphone est super facile à utiliser et surtout, vous avez 4% d'intérêt sur les capitaux que vous laissez en banque, ce qui est tout de même énorme. Aujourd'hui, allez voir une banque française et demandez-lui combien est-ce que vous me donnez d'intérêt sur le capital qui est dormant et qui est liquidable à n'importe quel instant. Ils vont vous dire 0. Ici, à l'étranger, c'est 1, 2, 3 et là 4% pour UOB, ce qui est énorme. Notez également que chez UOB, vous avez d'énormes cashbacks sur les cartes et vous n'avez pas besoin de minimum de capital à devoir déposer pour ouvrir le compte bancaire. Alors, c'est la super banque de millionnaires qui ne demande pas de capital. UOB, je ne la connaissais pas, donc j'ai recherché. UOB, en asset under management, c'est 300 milliards. BNP, c'est 3000 milliards. Crédit Agricole, c'est 2300 milliards. BPCE, c'est 1700 milliards. Société Générale, c'est 1657 milliards. La Banque Postale, qui n'est pas la référence des banques, 874 milliards. Le Crédit Mutuel, 750 milliards. Je dis ça, je dis rien. Compare donc UOB à ce qui est comparable, la Silicon Valley Bank ou la Banque nationale du Burkina Faso, quoi. L'instant où vous habitez réellement dans un pays dans lequel est domiciliée également la banque UOB. Et maintenant, on se dirige aux États-Unis. Donc, Bank of America à tous les coups.
Là, je vais parler de tous les États d'une manière générale. Je ne parle pas seulement de New York, je ne parle pas seulement du Delaware, je ne parle pas seulement du Wyoming ou du New Mexico. Je vous parle de tous les États d'une manière générale. La meilleure banque, tout État confondu, c'est Bank of America. Alors, Bank of America, il faut connaître le biais, c'est que Théophile est passé par Corpomax pour ouvrir sa société et qu'à l'époque, ils ouvraient des banques Bank of America. Si je ne dis pas de bêtises et s'il y a des gens qui peuvent me corriger ou apporter la précision dans les commentaires, n'hésitez pas. Pourquoi? C'est la banque la plus solide sur le plan boursier, sur le plan des capitaux. C'est juste... Ah non, c'est JP Morgan qui est bien plus gros de mémoire. Revoyons le classement. C'est JP Morgan qui est BNP Paribas est plus gros que Bank of America. Bank of America, c'est 2,5 milliards. 2500 milliards, BNP Paribas, c'est 2900 milliards. Donc, Bank of America, c'est à peine un peu plus gros que le Crédit Agricole en France. On revient à la vidéo. C'est énorme. Tous les fonds d'investissement aux États-Unis utilisent Bank of America. Non, les fonds d'investissement, ils utilisent principalement JP Morgan. Et les ultra high net worth individuels ne sont pas chez Bank of America, ils sont chez JP Morgan, Morgan Stanley, Smith Barney, notamment à New York, qui est une banque d'investissement et qui demande des dépôts. C'est pas le dépôt de UOB parce que je pense qu'il faut déposer 20 millions et tu as en coût de facturation annuel 0,1% du montant déposé. Et il y a des avantages et des inconvénients. L'énorme avantage, c'est que c'est une banque qui est ultra solide, sur laquelle vous pouvez vraiment gérer de grosses opérations. 10 millions plus petite que la BNP Paribas et de la taille du Crédit Agricole. $, et plus, aucun problème. Il y a un petit mail à envoyer, ça part. L'inconvénient de cette banque, c'est honnêtement le site internet, il est préhistorique. Donc c'est pas facile à utiliser. C'est pour ça que personnellement, je l'utilise très peu, mais seulement pour des grosses opérations. Notez également... Tu préfères avoir ton argent chez Wise, la banque qui n'est pas la banque, que chez Bank of America. Parce que le site internet, il n'est pas ergonomique. Oh, putain, mais c'est... Je suis désolé, mais c'est fantastique. Que Bank of America, c'est la banque préférée de ce qui s'appelle les ultra high net worth. Donc c'est-à-dire tous les Pictet en Suisse est également la banque favorite des ultra high net worth individuels. Donc toutes les personnes à titre personnel qui ont plus de 30 millions de dollars sur leur compte bancaire, c'est Bank of America qu'ils préfèrent, suivi de Wells Fargo, suivi de Chase JP Morgan. Donc Primary Bank, ça veut pas dire qu'ils ont ça veut pas dire qu'ils ont leur somme ici. C'est la banque qu'ils utilisent. C'est pas forcément que l'argent est stocké chez eux. D'ailleurs, on le voit à Other, ça serait intéressant de voir. Vraiment, Bank of America, sur beaucoup d'aspects, c'est extrêmement intéressant et sécuritaire de laisser votre capital dormir sur ce compte. Et maintenant, on va dans les pays d'Europe de l'Est avec la Hongrie. La meilleure banque, c'est OTP. OTP. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. J'ai demandé à un entrepreneur de la communauté qu'est-ce qu'il pensait de OTP Bank. Yo, Hugo, non, c'était pas du tout une bonne banque. C'est d'ailleurs la pire banque de Hongrie, je pense. Il faut surtout pas aller chez eux. La moins pire, c'est Erste, même si ça reste des enculés. C'est des moins gros enculés qu'OTP. Et sinon, non, OTP, très mauvaise banque. C'est beaucoup de frais cachés, beaucoup de genres de trucs comme ça. Donc non. Voilà, comme ça fait un retour. Donc, tu payes plein de frais, ils t'ouvrent le compte et on a le retour d'entrepreneurs qui ont vécu là-bas. OTP, c'est une banque à la base qui était russe, qui a créé une filiale qui est ensuite devenue indépendante, qui est en Hongrie. Et c'est une banque que j'ai utilisée pendant longtemps et que j'utilise encore pour des grosses opérations. Alors, tu veux pas de compte en Europe, il faut surtout pas avoir de compte en Europe, mais tu gardes un compte en Hongrie, en Europe, pour faire des grosses opérations. Quand j'ai des grosses opérations, c'est des virements bancaires entre 1 à 3 millions de dollars américains. J'utilise le compte US dollar que j'ai chez eux pour vraiment avoir une liberté sur mon capital. La relation que j'ai avec mon banquier là-bas est vraiment super. Ils parlent bien anglais. Ils ont un service de banking privé sur lequel vous pouvez effectuer plein de choses
je vous inviterai à vous rapprocher d'eux. Il est nécessaire de se déplacer pour ouvrir un compte bancaire chez eux. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement la banque était déjà solide par le passé, mais en plus de ça, elle est de plus en plus solide puisqu'elle a de plus en plus d'assets dans ses comptes bancaires. Alors, il faudrait convertir en florins si quelqu'un peut le faire par rapport à ça et le comparer à des banques françaises. Si quelqu'un peut le faire, n'hésitez pas. Et maintenant, en Thaïlande, quelle est la meilleure banque? Eh bien, honnêtement, il en existe 3 qui ont des avantages et des inconvénients différents. Vous avez SCB. SCB, c'est Siam Commercial Bank. C'est principalement la banque que j'utilise le plus parce que c'est la banque de la famille royale. Donc, par défaut, c'est censé être la banque la plus solide. Vous avez ensuite la banque Kasikorn Bank, qui est la banque que je recommande surtout pour les transactions à l'étranger quand vous habitez en Thaïlande, parce que l'application vous permet de recevoir et d'envoyer des US dollars. C'est génial, si l'application permet de le faire, c'est pour ça que je vais aller dans la banque. Puis un compte bancaire ici en Thaïlande. Chez SCB, vous aurez besoin de vous diriger en agence. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi ouvrir un compte UOB ici en Thaïlande. À Bangkok, vous avez une filiale UOB et c'est extrêmement intéressant pour les personnes qui souhaitent emprunter de l'argent et déployer du capital, que ce soit à l'étranger ou en Thaïlande. Notez que depuis quelques années maintenant, vous ne pouvez plus ouvrir de compte bancaire ici en Thaïlande sans avoir de visa vraiment long terme. Donc si vous venez en vacances, vous ne pourrez pas ouvrir de compte bancaire. Il y a toujours des méthodes alternatives, mais je ne le recommande pas. Si vous souhaitez faire les choses proprement, il faut que vous louiez un bien immobilier, il faut que vous ayez un visa, par exemple. C'est pas mal niveau coût pour ouvrir un compte en Thaïlande dans une banque pas très grosse. Tu payes un loyer. Bon, ça doit coûter même plus cher que OTP qui te prend des frais, quoi. Étudiant, un visa travail, un visa volontaire. Faut pas que vous utilisiez un visa touriste et que vous alliez dans une banque, ils vont vous refuser. Je connais beaucoup de personnes qui ont fait ça pendant longtemps, ça marchait pendant longtemps, aujourd'hui ça ne marche plus. Il faut que vous ayez un visa qui vous permet de rester sur le long terme et que vous louez un bien immobilier. Maintenant, j'aimerais vous parler de Hong Kong. Personnellement, je suis un peu inquiet sur la situation bancaire à Hong Kong depuis ces dernières années. Aujourd'hui, il est encore possible d'ouvrir un compte bancaire à Hong Kong à distance si vous avez les bons contacts, que vous avez des intérêts économiques et que vous êtes prêt à déposer de l'argent. Je pense que c'est moins intéressant que par le passé parce qu'aujourd'hui, vous avez d'autres options qui s'ouvrent à vous. Je pense aussi que par le passé, Hong Kong, c'était trop bien. Je pense aujourd'hui que d'une manière honnête, c'est beaucoup moins bien. Je ne dis pas que c'est nul, je dis simplement qu'il y a d'autres options aujourd'hui qui se présentent à vous pour ouvrir des comptes bancaires à titre professionnel ou à titre personnel. Pour les personnes qui souhaitent échanger sur des sujets comme le e-commerce, l'immobilier, la bourse, la création de sociétés, de comptes bancaires en France ou à l'étranger, ou encore vous pouvez rejoindre notre Discord. Et en plus, c'est gratuit. L'expatriation. Ah, et ça, vous pouvez rejoindre la formation qui est offerte et qui sera qualitative. Vous retrouverez dans la description de la vidéo l'accès au channel Discord communautaire sur lequel on échange d'une manière privée et on échange des informations qui ont beaucoup de valeur ajoutée. Exactement, merci Théophile. Rejoignez notre Discord. Bon, pourquoi cette vidéo? Cette vidéo pour apporter de la nuance. J'espère que ça aura pu apporter de la nuance sur des sujets qui sont intéressants, qui intéressent beaucoup d'entre vous. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un like. Pour les dislikes, il n'y a pas besoin de vous encourager, mais tout de même de vous remercier parce que ça participe activement au référencement de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à rejoindre sur le Discord. Nous fournissons du contenu exclusif dessus. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une étude de pépites, pour de la valeur ou de la stratégie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, ciao.